Bon, donc une vidéo ici, pourquoi les sites web jolis ne font pas de conversion? Donc d'abord la conversion, vous savez ce que c'est évidemment, ou pas? Tout le monde voit? Ouais. La conversion. Donc c'est le fait que le client qui visite le site bien passe à l'action, soit il s'inscrit en tant qu'utilisateur, soit il explore, mais l'ultime conversion, c'est qu'il achète quelque chose, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous explique ici. C'est contre-intuitif, on pourrait penser, oui, vous faites des sites web hyper modernes, graphiques, intéressants, avec du parallaxe scrolling, avec plein de choses, avec des icônes qui bougent, du call to action, le CTA, vous connaissez le CTA, le call to action. Donc c'est inciter les gens à cliquer, notamment avec des icônes qui bougent, des icônes animées. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas nécessairement. Sauf, et c'est ce qu'il va dire dans la vidéo, si les gens, pour des sites web comme le site de Apple par exemple, parce que les gens viennent et ils savent déjà qu'ils veulent acheter, donc le fait que ce soit graphique et qu'il y ait des choses animées, etc., ce n'est pas un frein. Mais donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça me paraît assez intéressant. Avant qu'on démarre, une question, une interrogation philosophique? Non? Impressive parallax animations and beautiful graphics are often like the best way to decrease your sales if you have a poorly performing website. Distracted, annoyed, and not willing to click. Ugly websites seem to perform better. Let's find out why. There's this misconception among startups and designers and people building products that they need a beautiful website in order to make good sales. This style of a website where you have a parallax animated background, multiple layers, scrolling in and out, and everything is animating and transitioning. Bon, je vais interrompre de temps en temps pour discuter avec vous. Le parallaxe, est-ce que tout le monde voit ce que c'est le parallaxe? Non. Le scrolling, vous voyez ce que c'est le scrolling? Ok, le parallaxe scrolling, c'est quand on scrolle avec la roulette de la souris, il y a des éléments qui bougent plus vite que d'autres pour donner une impression de profondeur. Voilà. And moving may work for Apple because everybody knows Apple, and when people go to their website, they already know what they want to buy. They're already interested. So by seeing a couple of animations about headphones or the new MacBook, it doesn't really deter people from actually purchasing them. For most people, however, it doesn't work like that. For most companies, you need a website that primarily communicates. And there are a couple of issues with those fancy visuals. So how to make a website actually perform better? What is the reason for a website to exist? In most cases, the reason is to get people to click on the button as quickly as possible. The button usually leads to somebody buying something. So yes, as a business owner, I want as many people as possible to buy from me. Let's find out why this website is a lot better than this website on a couple of simple examples. That way you can make your websites better. I created a little diagram that shows how a website actually works and what are the elements along the path, including the best possible path the user can take. You can use this guide as a reference when making your own websites. Oui, donc je sais que vous n'êtes pas dans la création de sites web, mais vous êtes quand même dans la communication par le web. Donc il y a des choses à retirer ici, en fait. Hein. Il y a des choses à retirer. Vous avez vu le site web qu'il proposait en tant que site web qui fonctionne, le site web moche. Il a même été jusqu'à utiliser la police Comic Sans. La police Comic Sans qui normalement est bannie, qui est vraiment la police vert de terre de Microsoft, donc en forme de ver de terre, qu'on n'utilise jamais. À moins, voilà, on laisse ça aux petites associations qui ne savent pas ce qu'elles font au niveau communication. Mais là, il a montré un site web qui, d'après lui, fonctionnerait mieux qu'un site web avec un beau design.
Donc, ce qu'on voit ici peut être appliqué à toute communication, y compris la communication sur papier. Vous faites des flyers, ça peut être intéressant de constater que on a parfois plus intérêt à être simple et direct plutôt qu'enrober ça dans du graphisme lourd. Et voilà. The best path is always when a user actually already wants your product, goes to your website, and clicks on the buy button in the first few seconds. This is the golden route, and this is something that can also mess up your analytics because you might think that people are so excited by your product that they're buying it in 5 seconds. That's never the case. They knew about it previously. A more typical route is a little bit longer. It takes a little bit of convincing on the website to make it work. The convincing happens on a couple of different levels. The most important one is clarity. When they enter the website, they need to be able to understand why your tool or your product or your app is the best out there for their needs, and they need to do it in the first 4 or 5 seconds, which means that your copy has to be extremely clear, very to the point, and potentially also taking care of all the little doubts they have. That's why some of the better performing websites actually have quite a lot of copy. They have one big slogan at the top, and then they have a couple of smaller points right above the bottom. This is cluttered, looks a little bit clunky, it doesn't look as aesthetically pleasing, but it seems to perform better. And that's the whole reason a landing page exists. Now, if you have a convincing copy, the next thing you need is social proof. And that can come in a couple of different forms. The most obvious is testimonials from your previous clients. Practically every website needs that because nobody wants to be the first to the party. They all say they want to kind of go the new paths, but nobody really does. They want others to try your product first, to be sure it works. Let others take all the risk. So when you have a lot of testimonials and reviews and they're all positive, it is convincing people to jump onto that group as well. Another thing is that if you have any reach or are pretty well known in any circles, then adding who made your product and who made the website can be a good idea because it shows that there is a serious team of people behind it. Another thing is awards and different kinds of scores. So if you've been rated 5 stars by some blog that is rating products in your category, write about it, show it. If your customer average score is 4.9, also add this. And the last thing, and something many people kind of forget, is sheer numbers. This is what we do in the header of our platform. We basically show how many projects and how many people are on there right in that slogan. That gives people the social proof so they know that the platform is alive and has a lot of people, a lot of projects, so it's worth registering. If your website is unclear in any way, you should upgrade the copy first. This is what people are actually reading if they are going to spend money. And there are billions of ways to do it, and likely asking AI to do it for you is not going to be the best way. Chances it's going to be converting better and performing better are quite low. It's really best to listen to your users and to listen to your own thoughts as the person that made the product, because you should actually have the perfect copy somewhere in your head. You just have to dig through to get it. And once you find it, test it. See how it performs, then tweak it or make an A/B test with. D'accord, là il dit de faire un test AB. Est-ce que quelqu'un ici voit ce que ce sont les tests AB? Ça a plusieurs possibilités. Ouais, c'est en marketing, ça vient du marketing. Quand on met au point un produit, on peut utiliser donc un panel d'utilisateurs type qui sont susceptibles d'être intéressés par le produit. On leur met 2 produits en fait. On leur met à disposition 2 produits et on leur demande lequel est le meilleur des 2, le produit A, le produit B. Mais sauf que ça marche pas très bien quand on fait ça. Les gens ne savent pas souvent bien décider, et ils tergiversent. Et donc, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Les tests AB, on fait 2 groupes expérimentaux. Un groupe qui va recevoir le produit A, un groupe qui va recevoir le produit B. On teste leur réaction à chacun et puis on voit par statistique quel est le produit qui remporte le meilleur
le meilleur engouement. Voilà. Donc, les tests AB, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de se triturer la tête à essayer de trouver le produit parfait, ben, faisons des tests. On a deux versions du même produit, du même site web, du même design, et on teste pour voir lequel est le meilleur. Dernièrement, YouTube a mis au point quelque chose de similaire. Vous voyez de quoi je veux parler? Ils ont mis quelque chose de vraiment très similaire au test AB pour voir qu'est-ce qui emporte le mieux. Non, pas les shorts, non. C'est quelque chose d'assez récent, ça date d'il y a moins de 6 mois, c'est en 2024. Des vidéos qu'on nous propose? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment un truc, vous êtes passé à côté apparemment. C'est pas sur YouTube. Vous n'êtes pas sur YouTube. Pourtant, c'est une plateforme qui va devenir... C'est quelque chose, mais c'est là. Ah, pour communiquer, non. Ah non, vous n'aimez pas, c'est Yvel. C'est ça? Vous n'aimez pas? Je n'aime pas le prospect. Vous savez que ça va remplacer la TV, ça devient vraiment très très gros, ça va remplacer... T'es tendu, hein. Ah ouais. Meta propose dans les publications Facebook, par exemple, de se mettre 2 publications sur la sur aussi AB et comme ça, c'est la clé. Voilà, mais c'est ça sur YouTube. En fait, ce sont les miniatures. Les miniatures, créer des miniatures. Donc, avant qu'on clique sur la vidéo, là, vous voyez la miniature, qui fait à peu près, dans sa taille maximale, je pense que ça doit être 400 pixels, mais c'est de mémoire, c'est peut-être pas exactement ça, mais la miniature qui peut coûter des milliers d'euros. Il y a des gens spécialisés dans la création de miniatures pour les influenceurs. Les influenceurs peuvent payer quelqu'un 1000, 2000, 4000 euros pour créer une miniature qui va amener du clic. Eh bien, maintenant, YouTube propose de tester différentes miniatures et de voir laquelle fonctionne le mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu du test AB. Voilà, avec des statistiques, des retours sur expérience. Voilà, il y a des statistiques. Donc, vous n'aviez jamais entendu parler de ça. Forcément, si vous vous intéressez pas extrêmement à YouTube, voilà. Donc, ta fille de 12 ans est toujours sur YouTube. J'ai 3 filles, elles sont aussi beaucoup sur YouTube. J'ai l'impression que c'était passé. Que c'est dépassé. Ah, mais non, ça se développe. J'espère qu'on voit quelque chose, un tuto. Ouais, je vais aller sur YouTube, c'est sûr. Il y a TikTok qui, évidemment, est la grande application pour l'instant, mais YouTube, avec ses shorts, c'est un peu planté, mais pour des vidéos plus longues, ça reste intéressant. Mais c'est vrai qu'on a dit que ça allait péricliter, que ça allait être moins intéressant, que ça allait être concurrencé, mais apparemment, ça rebondit bien. Ça rebondit bien, ça va vraiment remplacer beaucoup de chaînes de TV. Ça fait des années qu'on le dit, mais la télévision traditionnelle linéaire, hein, comme on dit linéaire, oui, vous comprenez le terme linéaire, le média linéaire, tout le monde voit. Faites bien de le dire quand vous ne voyez pas. Un média linéaire, ça veut dire que c'est un flux continu et vous n'avez pas le choix d'aller en arrière, de choisir ce que vous voulez regarder. C'est sur la chaîne. Hein. Regardez une chaîne, vous n'avez pas le choix de regarder autre chose que ce que la chaîne propose. C'est linéaire. Voilà. C'est ça qu'on appelle un média linéaire. Donc tout ce qui est média linéaire. Mais là aussi, il faut tempérer parce qu'apparemment les jeunes regardent quand même encore la télévision de manière assez surprenante. Tu n'es pas abonné à YouTube par hasard. Tu n'as pas l'abonnement. Moi, je peux te dire que je l'ai. Je suis pas là pour faire la pub de YouTube, loin de là. Google, j'aime pas trop leur politique où quand on fait quelque chose, ils ferment des chaînes YouTube avec 50 000 utilisateurs. C'est la folie, sans aucune raison. Et il y a plein de problèmes chez Google au niveau relations clients. Donc, quand on a une chaîne YouTube, on n'est jamais certain qu'elle va pas être fermée pour une raison ou pour une autre idiote. Donc, je le précise, parce qu'on a l'impression peut-être que je fais la pub de YouTube, mais donc moi, j'ai quand même pris l'abonnement, et je ne regrette pas, ça fait plus de 5 ans que j'ai l'abonnement, ça fait plus de 5 ans que dans ma famille, sur tous les appareils, télévision, donc chaque personne a à peu près 5 appareils différents, sur tous les appareils, on voit les vidéos sans publicité. Mais évidemment, ça coûte 18 € mensuels. Mais c'est 18 € pour toute la famille. Donc, mais franchement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que c'est ce qu'il y a de pire, les publicités. Voilà. Vous avez pu regarder mes vidéos sur YouTube, alors un peu?
Est-ce que vous avez vu des pubs avant les vidéos ou sur les vidéos? Je peux pas te suivre. Ça m'intéresserait que j'ai votre feedback. Normalement, j'ai désactivé dans les préférences de la chaîne, j'ai désactivé l'affichage des publicités personnalisées. Donc, ça devrait déjà limiter le nombre de publicités que YouTube met sur mes vidéos, malgré qu'elles sont non monétisées. Hein. Parce que j'ai eu le cas avec une collègue qui diffuse des vidéos à des gens qu'elle forme et je lui ai dit, mais j'ai eu un feedback, il y a des pubs, ils doivent attendre 30 secondes avant de regarder la vidéo, ça va pas, quoi. Sur les directs, il y a des pubs aussi, non? Pardon? Sur des directs. Sur des directs, je ne sais pas. C'est comme une direct, tu regardes sur YouTube et je crois que j'avais des pubs. Hein. Non, mais en tout cas, elle avait des pubs sur YouTube et sur ses vidéos. Et apparemment, les formés, les apprenants me disaient que sur les miennes, il n'y en avait pas. Et donc, moi, j'ai désactivé une fonction dans YouTube pour empêcher ça. Mais évidemment, du coup, la chaîne n'est pas monétisée, mais elle n'était pas à l'origine de toute façon. C'est une chaîne éducative. J'ai pas envie que des gens puissent, voilà, sans me prévenir, mettre des vidéos, des publicités sur mes vidéos. Voilà, donc petite parenthèse que je termine sur l'avantage de l'abonnement YouTube, c'est un investissement, c'est à réfléchir. Mais les pubs, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Même si c'est ça qui rapporte. Donc, on va continuer. Avez-vous des réflexions, interrogations? Je continue là. A different kind of copy and constantly test it because you never know what's going to work. Sometimes something completely unexpected does. Another problem with those overly beautiful websites is that they take forever to load. People don't have the time. If I have to wait 40 or 30 seconds for a website to load, chances are I'm going to actually switch it off and go to a different website. And I'm not even gonna see your fancy, beautiful parallax animations at all. The next thing on the list is cognitive overload. If everything is moving and animated and flashing and kind of jumping right in your face, we get overloaded. Our brain has a pretty limited processing power, and the more stimuli come from the outside, the less we want to be in that situation. Donc, très intéressant et applicable à tout ce qui concerne le graphisme et la communication. La surcharge cognitive, en anglais le cognitive overload. Donc, le fait que les gens ont, comme il le dit, une capacité réduite à traiter beaucoup d'informations et donc, quand il y en a trop, c'est contre-productif. People will go out of a website if it's too overwhelming. If everything is moving and distracting you from the main action, you're not going to take that action. This is why the best performing websites have barely any animation. Look at Linear, a very popular example. They went from really crazy animations in the header into just a simple isometric platform view just kind of showing up. There are no micro animations happening in there. That's because they want you to focus on what the platform can do for you and click the button. But of course, there is a level of aesthetic that is necessary to achieve. Yes, it was a little misleading. It's not that landing pages need to be ugly to perform better. They need to be made with the proper focus. And the focus should never be on fancy animations and transitions and everything moving. All those things will contribute to lower clicks and lower conversion. Obviously, the website has to be beautiful, and it can be beautiful even with extra information above the fold, and even if there isn't really enough white space. You just need to plan for everything, use consistent typography, and use all the psychological principles that we're aware of. You can use the gaze principle I talked about in the previous video in the series. You can have the characters pointing at something and potentially looking at it, or looking at you and pointing at something, and that way your eyes will draw the attention, but then it will shift to the hand, and the gaze will follow the pointed finger. You know what to do. You can point at the CTA button. And how I think those ugly websites do well is they make the CTA button a single color, meaning Donc, on en a parlé tout à l'heure, le CTA, le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action. Donc, le but, c'est que les gens cliquent sur un bouton
Et donc, il est en train de dire que le bouton, s'il a une couleur vraiment différente du reste de l'interface, c'est bien, parce qu'on ne voit plus que ça. Autre chose, il a parlé des blank space, donc les espaces vides. Donc, il dit que c'est pas si grave si votre site web n'a pas d'espace vide, parce que c'est une règle en graphisme. Normalement, on doit créer l'espace vide. Si vous regardez un beau magazine sur la mode ou des choses comme ça, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'espaces vides. C'est pas du remplissage de texte ou de photos. Il y a beaucoup de blanc. Ça augmente le côté haut de gamme. Mais donc, lui est en train de dire qu'un site web qui fonctionne, c'est pas nécessairement un site web qui a beaucoup d'espace vide, comme on le voyait d'ailleurs dans l'exemple du site avec la fusée, le parallaxe scrolling. Donc, et quand on parle d'espace vide, c'est pas nécessairement du blanc. Ça peut aussi être une photo, un ciel, des endroits, des grandes plages où il n'y a pas beaucoup d'informations à regarder. It's a color that only exists in the bottom on the website, nowhere else, especially nowhere else in the header, and it's the most visible, most standing out color of them all. That leads to your eyes instantly focusing on the bottom, and that is also a factor that can increase conversion. The problem with our rocket landing page is that it takes 8 seconds for the header to completely load and show everything. If we put it online, it would take an extra 20 or even 30 seconds to load everything, because these are all beautiful bitmap images and the copy is completely unclear. Plus the button is so vague, it doesn't really tell you why you should click it. All of that fancy animation and all those beautiful graphics don't bring any value to the users, don't tell them what problems they're solving and how, and it's basically not convincing. While it may look good, it just won't work. All of the problems that I mentioned today can be fixed. And once you fix them, by either making your website more aesthetic, loading faster, removing animations, removing cognitive load, making clearer copy, which is the most important one, always remember to test. Deploy the website, make an A/B test, or just test it live on production, see what happens, see how many people click, and then tweak something. Ching. Très intéressant ce qu'il raconte là. Donc, faites des tests AB, faites différentes versions du site web, voyez comment les gens réagissent, du site web ou de toute communication. À partir du moment où c'est numérique, vous pouvez le faire sans que ça coûte. Évidemment, si c'est pour l'impression, ça va coûter plus cher de faire différentes versions. Mais le numérique permet ça. Les applications, voilà, vous faites des applications, vous avez la possibilité de faire différentes versions et voir lesquelles fonctionnent le mieux, les tests AB. Mais alors, quelque chose de très intéressant qu'il a dit ici, c'est que pendant que les gens utilisent votre application, votre site web, votre communication numérique, vous pouvez voir comment ils réagissent et corriger le produit. Parce que c'est une erreur habituelle quand on fait des produits numériques et même quand on fait des produits de manière générale, c'est de vouloir que le produit soit parfait avant de le diffuser. Il faut pas. Il vaut mieux ne pas trop attendre avant de diffuser quelque chose, surtout si c'est quelque chose à propos de l'actualité, quelque chose, une idée que vous avez, que vous développez. Il vaut mieux être le premier à la sortir, même si le produit numérique ne fonctionne pas de manière nickel. Alors bien sûr, si on parle d'un vrai produit dans la vraie vie, un batteur de blanc d'œuf en neige, s'il fonctionne pas super bien, ça va poser un problème. Mais le numérique, les applications, vous pouvez faire des tests et corriger. Donc, surtout, n'attendez pas que ce soit parfait. Utilisez les utilisateurs pour avoir du feedback et corriger le produit au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode. Le bêta, finalement, c'est que ça. Bon, c'est une version bêta, non? C'est une version bêta, oui, en quelque sorte. Mais sauf que la version bêta, en principe, elle est limitée au niveau du nombre d'utilisateurs qui y touchent. Tandis que là, on parle vraiment du produit qui est utilisé par tout le monde. Donc, ça peut être pour plein de choses, produits numériques que vous faites. Le numérique permet de corriger en cours de route, donc n'hésitez pas. Change the copy, change the bottom color, see how many people click them. It's a never-ending journey
of modifying and changing and seeing what performs and what works. It's a lot easier to modify and change a rather simple website than removing or tweaking animations every single time in every little piece of the header. A good rule of thumb is to use a single little animation in the header so it's not distracting, and make it into an animation that actually guides the eye of the user. So it has to move in the right direction. In many cases, the animations are vertical, and we already talked about it in the previous video, how vertical animation follows your gaze up and down, and we should be going left and right to read the copy and get to the bottom. Donc, il dit d'éviter les animations qui vont de haut en bas parce que le regard doit aller de gauche à droite vers le call to action. Il a parlé aussi, si vous voulez absolument mettre des animations, mettez-les dans le haut de la page. Donc, voilà, pour supporter, pour venir en support de la communication qui se trouve en dessous, mais l'animation n'est pas l'élément principal. By going up and down, we're just getting away from it, distracted, annoyed, and not willing to click. And then one last thing that's also really important with landing pages, I'm gonna show you on an example. You need to know your audience, because ça, c'est très intéressant. Il va montrer un site web qui est destiné à des décideurs dans un hôpital. Donc, pas à des clients, pas au personnel, mais aux dirigeants. Et vous allez voir que le site web est assez peu ergonomique, il est très chargé. Donc, beaucoup d'informations pour convaincre de passer à un système informatique nouveau. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir. all the audiences are different. Sure, most people have 8-second attention spans. They want their problem explained and a solution provided, and all that shoved right into their face as quickly as possible. That means you need to simplify, simplify, and simplify some more. But there are some specific industries and some specific products, especially more expensive products that are business-oriented, that don't follow the same rule. We worked on a rebranding and a redesign for a medical startup, and in that case, the target audience is the directors of hospitals. These are people that don't take these decisions lightly, because jumping onto a new system can be a pretty daunting step. So in cases like that, the landing page can actually be pretty complex. You can have multiple sections where you have subsections and even menus that show different reasons for it. So it doesn't have to be all front and center, it doesn't have to be super simple, and it can even have sub-pages that are landing pages in their own right. Because for a difficult decision like that, those people want to be 100% sure. So they're all gonna read everything you put on their website. Sure, you still need to use the right principles to guide them, make it visually appealing, and most of all, you need to make it convincing. Focus on getting the aesthetic usability effect in place, but don't overwhelm your users with fancy visuals, which are one of the most popular kinds of tutorials that they make online. And you know what? They're completely useless. Thanks for watching this long. Voilà, donc avez-vous des remarques, questions, interrogations philosophiques? J'espère que ceci vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. Pour moi, je pense que c'est intéressant parce que ça, c'est transposable à beaucoup de communication par le visuel. Ouais. Pas de questions? Ok. Alors, vous êtes dans Illustrator. Il est possible que les fois précédentes, nous ayons démarré d'un template que je vous avais fourni. Vous vous souvenez? Il y avait un template avec des mains dedans. Vous vous souvenez des mains? Ouais. Il y avait 2 mains comme ça dans le template. Petit truc drôle, c'est que j'ai montré ce template dans une vidéo sur YouTube. Le template que vous avez utilisé la fois passée, où il y avait les 2 images de mains, je les ai montrées sur YouTube. Dans une vidéo, vous voyez le template. Ce jour-là, YouTube m'envoie un message, nous fermons toutes vos chaînes, vous avez interdiction de réouvrir des chaînes, infraction, incitation à la violence, etc. 40 minutes après,
Nous avons revu notre point de vue. Nous réouvrons toutes vos chaînes. Excusez-nous. Vous comprenez, nous sommes toujours à l'affût de problèmes et nous avons fait une erreur. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, entre-temps, les 40 minutes, je m'étais dit, OK, il y a d'autres plateformes, d'autres moyens de montrer des vidéos, donc on va pas s'en faire. On sait bien qu'avec YouTube, de toute façon, les chaînes peuvent être fermées sans raison, sans explication, et c'était le cas, il n'y avait pas d'explication. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est tout simplement que dans le document, les deux mains, ils ont cru que c'était des mains coupées. Ils ont cru que c'était des scènes de torture ou je sais pas. Ils ont cru que c'était des mains coupées, alors que ça ressemblait vraiment pas à des mains coupées. Vous les avez vues, hein, c'était juste des mains, on ne voyait pas les bras, mais c'était pas des mains sanglantes coupées. Ils ont cru que c'était ça. Voilà, je suis quasiment sûr que c'est ça en fait. Donc, petite anecdote, hein, des choses qui pourraient vous arriver. Les algorithmes qui voient des choses, je pourrais vous raconter d'autres choses, mais ça pourrait être intéressant, mais vous allez de toute façon expérimenter ça. Vous avez déjà expérimenté ça aussi, certainement, des strikes, et vous vous demandez pourquoi. Et c'est vraiment parfois très stupide. J'ai quelques exemples comme ça sur YouTube, parce que je fais sur YouTube depuis 2005, depuis la première année, donc j'ai eu le temps d'expérimenter quelques petites bizarreries. Ok, donc faisons un nouveau fichier. Donc on va faire un nouveau fichier, par exemple pour l'impression, mais ça n'a pas d'importance. Ça pourrait être un fichier qui va servir à autre chose parce que ce n'est qu'un point de départ. Je vais prendre format lettre pour démarrer, pourquoi pas. Mais alors ici, dans les options avancées, je vais m'éloigner du modèle proposé par Illustrator. Je vais prendre couleur RGB. Voilà. Alors j'ai un petit point d'exclamation qui m'indique pas qu'il y a un problème, contrairement à ce que beaucoup croient, mais juste que je me suis éloigné du modèle que Illustrator me proposait. Mais on peut tout à fait faire des documents pour l'impression au départ d'un document RGB. Il faudra juste à un certain moment, pour certaines techniques d'impression, le convertir en CMJN, en sillonnage à jaune noir, les 4 encres de l'imprimeur. Mais ne pensez pas que c'est un problème. Alors on va cliquer sur Créer. Donc ici, comme je le disais, je n'ai pas démarré du template que je vous ai fourni. À un certain moment, on va un peu recréer ce qu'il y avait dans le template. Donc ici, je vais me débarrasser des palettes de droite avec Shift-Tab, donc majuscule tabulation, parce que c'est quand même mieux de ne pas avoir toutes ces palettes. On va aller les chercher au fur et à mesure dans le menu fenêtre. Donc, est-ce que vous avez la palette complète de Illustrator? Certainement pas. C'est une des premières choses qu'on va faire. Menu fenêtre, barre d'outils. Il vous faut la barre d'outils avancée. Menu fenêtre, barre d'outils avancée. Voilà. Vous avez la barre d'outils complète, du coup. On va aller modifier d'autres choses ici, notamment dans affichage. Vous allez demander de masquer le cadre de sélection. Donc, on ne confond pas avec contour de sélection, c'est cadre de sélection. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc ça me propose d'afficher. Donc, c'est dans le menu affichage, masquer le cadre de sélection. Donc, ça va faire en sorte que quand vous créez des vecteurs, vous allez vraiment voir les vecteurs. Donc, par exemple, je vous montre. Dans le cas ici d'une ellipse que je crée, je vois les vecteurs de l'ellipse. Oui, dans le cas d'un dessin que je fais au crayon, qui se trouve là derrière l'outil Shaper, voilà. Voilà. Je vois les vecteurs, tandis que si le cadre de sélection, menu affichage, afficher le cadre de sélection, il est coché, je ne vois pas les vecteurs. Avec la flèche noire, quand je sélectionne avec la flèche noire un outil ou l'autre, je ne vois pas les vecteurs. Donc ça, je trouve que c'est ennuyeux, je ne suis pas le seul. Donc beaucoup d'utilisateurs Illustrator masquent le cadre de sélection. Et quand ils ont besoin du cadre de sélection pour transformer l'objet, pour l'agrandir, le faire plus petit, ils utilisent l'outil de transformation manuelle, tout simplement. Voilà, avec la touche Shift. Donc ça, c'est l'explication pourquoi je vous demande de masquer le cadre de sélection. Alors, le cadre de sélection, il sera utile dans 2 cas. Quand on travaille du texte, je vous le montre ici, avec l'outil texte, j'appuie, je bouge, ça fait un bloc de texte. Donc, avec l'outil texte, j'appuie, je bouge, ça fait un bloc de texte. Si je veux modifier la dimension du texte, oui, c'est possible sans avoir les poignées.
On peut très bien faire ceci, flèche blanche, aller sur le bord avec la touche Shift enfoncée, bouger. Attendez un peu que je vois. Voilà, comme ça, oui. Oui, avec la flèche blanche, c'est possible, mais le cadre de sélection, dans ce cas-là, va vous servir. Menu affichage, afficher le cadre de sélection, c'est un des rares cas où on pourrait être amené à le faire réapparaître parce que c'est quand même plus pratique. OK, donc tout ça, c'est pour démarrer. Je supprime. Vous aurez l'occasion de tester si vous voulez, ou vous testez maintenant, c'est vous qui voyez. Nice. OK, ici je suis sur un Mac, je vais aller décocher cadre de l'application parce que pour l'instant je n'ai qu'un seul écran, donc ça sert à rien d'avoir la fenêtre flottante. Là, en ayant décoché dans le menu fenêtre cadre de l'application, j'ai tout qui colle au bord de l'écran, mais sur Windows vous n'avez pas ça. Hein. Vous n'avez pas ça, les fenêtres sont gérées différemment. C'est juste sur Mac que c'est un peu inutile quand vous avez un seul écran connecté d'avoir cette option-ci qui reste cochée. Cette possibilité d'avoir l'application qu'on peut bouger comme ça, parce que le but c'est de la faire passer sur un autre écran. Mais s'il n'y a pas d'autre écran connecté, vous allez dire, moi j'ai deux écrans connectés à ma machine. Oui, mais ils sont en miroir, c'est le même écran, c'est la même chose sur les deux écrans, c'est juste pour vous montrer sur la grande TV derrière. Mais je parle vraiment de plusieurs écrans qui affichent des choses différentes, ce qu'on appelle l'affichage étendu. OK. Donc, vous allez prendre un outil rectangle. L'outil rectangle, vous allez tracer un rectangle sur le plan de travail. OK, chez moi, il est comme ça, mais chez vous, il est certainement, à mon avis, blanc avec des contours noirs. Quand vous cliquez à côté, vous devez peut-être le voir comme ça. OK. Et dans la palette des outils, vous voyez que c'est blanc, contour noir. Mais ça n'a pas d'importance parce que tout ça, c'est juste la base de départ pour générer des vecteurs ici. OK, vous voyez votre rectangle, pas de problème. Donc ça, c'est la dimension que vous allez donner à votre image qu'on va générer par IA. J'ai tenté précédemment, et je vais le refaire ici, de demander une image très verticale. Et en fait, ça ne tient pas trop compte de ça. Ça va faire une image plus carrée. Vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ici une image, un rectangle assez vertical pour vous montrer que ça va actuellement pas vraiment me faire un remplissage comme ça. Très vertical. Alors, je vais par exemple dans le menu Objet, générer des vecteurs. Objet, générer des vecteurs, donc pour avoir la boîte. Donc j'y vais pas par la barre ici contextuelle parce que c'est pas très complet. J'y vais directement par la grande boîte. Et alors ici, je vais demander un ange. Donc ici, je fais pas de religion, hein, c'est juste une figure connue culturelle. Donc commencez pas à croire que... Hein, c'est comme quand je parle de Noël, hein, je parle pas vraiment de religion, je parle juste de la culture. Et le rédacteur, il est dans toi. Voilà, un ange. Mais commençons par ça. Attendez un peu au niveau de ceci. On va éventuellement demander que ce soit, dans un premier temps, un sujet, pas une scène. Au niveau du détail, je peux rester en détail moyen. Au niveau de la référence stylistique, je clique là-dessus. Dans un premier temps, on va absolument vérifier que ceci doit être décoché, la référence stylistique. Sinon, on risque de prendre n'importe quoi qui existe dans le document et faire en fonction de ce qu'il a trouvé. Voilà. Le reste, pour l'instant, on ne touche pas trop. Donc, je clique sur Générer. Donc, il m'a fait des anges, enfin un ange. Donc, l'idée, c'est de faire, avec la flèche noire et la touche Alt, de déplacer une fois, deux fois. Voilà. Celui du milieu, je vais demander que dans le panneau propriété, ça m'affiche la
version du milieu, celui de droite, que ça m'affiche la version de droite. Ok, c'est désagréable de les voir, certains qui ne sont pas sur un fond blanc. Mais enfin, c'est l'occasion de voir qu'ils sont entourés de transparence, c'est qu'ils ne sont pas entourés de blanc. Mais avec l'outil plan de travail, je vais juste aller agrandir. Voilà. Bien, donc les trois se ressemblent assez. Vous avez obtenu quelque chose qui ressemble un peu à ça? Ou pas? Quelque chose de différent? Quelque chose qui ressemble à ça, oui. Ok. Voilà, si on avait une qui vous plaît particulièrement de version, vous pourriez ici demander de générer des résultats similaires. Mais bon, les trois résultats se ressemblent très fort ici. Donc, mais techniquement, ça c'est intéressant. Voilà. On peut dire si le résultat on le trouve pas ou pas, c'est le feedback à Adobe pour qu'il améliore son IA. On peut signaler qu'il y a un problème dans ce qui a été généré. Ça montre des choses que ça ne devrait pas montrer. Voilà. Monsieur. Donc, on a déjà testé l'IA dans Illustrator avec la possibilité de redemander dans le panneau propriété, quand vous avez une des générations là, qui est sélectionnée, redemander dans le panneau propriété avec la petite roue, par exemple, sur le même prompt, redemander d'avoir un sujet plus simple, détail minimum, ou un sujet beaucoup plus complexe, réaliste, détail maximal, etc. Mais ce qu'on va voir ici, c'est les références stylistiques. À un certain moment, pour l'instant, elles sont désactivées, les références stylistiques. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose de redémarrer d'un rectangle que vous faites là, voilà. Et on va redémarrer en demandant de faire un ange. Je vais tenter dans le style Picasso, dans le style éventuellement, on va tenter dans le style Fernand Léger, on va voir s'il connaît. Et dans quel style encore? Dans le style Art déco, voilà, oui. À mon avis, Picasso et Fernand Léger, il ne va pas vouloir parce que c'est des références à des artistes. J'avais envisagé aussi de faire dans le genre Banksy, mais là, c'est encore plus moderne et actuel. Donc, par contre, si vous lui demandez quelque chose Art déco, si vous lui demandez quelque chose, quel autre style ah oui, psychédélique, voilà, psychédélique, les années 60, ça peut être bien comme style. Tentons ces trois styles-là, par exemple. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc, Dans ces références. non, dans un premier temps, non, ce ne sera pas dans référence. Dans un premier temps, justement, ça va être différent. Alors ici, avec l'outil plan de travail, je voudrais d'abord tester dans le prompt, lui demander le style, et après, on verra avec la référence. Donc, dans un premier temps, ici, le rectangle qui est sélectionné là. Tiens, d'ailleurs, qu'il n'a pas de contour noir, ça veut dire que s'il n'est pas activé, je ne vois pas où il est. Je vous rappelle, CTRL Y, commande Y, vous voyez les vecteurs sans les couleurs et vous voyez où les choses se trouvent. Commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC pour voir sans les couleurs. Si vous avez affaire à un rectangle blanc sur fond blanc, vous ne voyez pas qu'il est là, vous l'avez perdu, ben là vous le retrouvez. Bien, donc je teste la génération dans Objet, générer des vecteurs. Je vais tester ça, un ange dans le style Art déco. En principe, ça comprend plus de 80 langues. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'écrire en anglais nécessairement. Bien. Toujours référence stylistique. Pour l'instant, on n'utilise pas de référence stylistique. C'est justement ça qu'on va voir après. Je voudrais d'abord voir dans le prompt si on arrive à générer des choses avec le style Art déco, par exemple. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi si avec le même prompt, à peu près, ou exactement le même que moi d'ailleurs, vous arrivez à quelque chose de différent. Parce qu'il y a un côté aléatoire avec l'IA. Il y a ce qu'on appelle le seed, S-E-E-D. Il démarre pas toujours du même point de départ. Ah, ben ça a super bien marché, on dirait là. Franchement, l'Art déco, ça passe. Chez moi, en tout cas, ça passe. Alors, avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier, je le déplace une fois, deux fois. Enfin, vous connaissez le principe. Et voilà.
Donc, j'avais demandé un sujet et malgré tout, il m'en a fait un des trois qui a un décor. Mais c'est pas très très grave. Bien. Je crois que c'est surtout le premier qui est de genre art déco. Ça fait penser... Vous voyez à quoi ça fait penser? Vous connaissez peut-être. Le premier que j'ai obtenu ici. Ça vous fait penser à quoi? Vous connaissez pas cet artiste? Vous avez les trois églises. Ouais, les vitraux dans les églises, mais moi, ça me fait penser à autre chose. Vraiment. Vous connaissez pas cet artiste tchèque? Il est très connu. Il est très connu. On vend beaucoup de calendriers dans ce genre-là, en fait. Hein. Vous voyez, avec des... Je crois que ça s'appelle des allégories où il montre l'hiver, des choses comme ça, avec des encadrements. Donc, quand je vous dis que ça me fait penser à du Mucha, voilà, ça c'est du Mucha. Donc ça, on est aux alentours du fin 19e siècle, si je ne me trompe pas. Non, on est plutôt dans la période art déco, donc c'est plutôt début 20e. Voilà, c'est connu. Bien, je voudrais juste tester ici. Est-ce qu'il vous en a fait un des trois avec un décor ou pas? Oui. Oui. Je vais juste tester si avec la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner une partie d'un groupe, et chaque dessin ici est un groupe, est-ce qu'on arrive... D'abord, je clique à côté, puis je vais cliquer sur le sujet. Une fois, deux fois, trois fois. Et oui, il sélectionne uniquement le sujet, pas les ailes, tiens. Je clique encore, il sélectionne les ailes. Je clique encore, il va sélectionner tout, certainement. Oui, il sélectionne tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. Quand vous avez affaire à un décor avec un sujet là dans Paria, il vous a organisé ça de manière dans des groupes et des sous-groupes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez la flèche blanche plus, alors clique à côté pour que rien ne soit sélectionné, vous cliquez sur le sujet, puis encore, ça sélectionne, la deuxième fois que vous cliquez, ce avec quoi c'était groupé, la première chose sur laquelle vous avez cliqué, etc. Donc il y a des groupes et des sous-groupes, c'est une hiérarchie. Et à la fin, non pas à la fin, mais à un certain moment, vous avez le sujet qui est sélectionné. Ah ben là, je ne vais pas arriver, tiens, à le sélectionner avec ses ailes et avec ceci, ça fait partie du décor, tiens, ceci. Oui, ça fait partie du décor. Donc là, est-ce que vous arrivez à finalement sélectionner uniquement le sujet sans son décor et en faisant édition copier, puis je vais plus loin, ça va coller au centre, édition coller au centre de l'écran, en fait, au centre de la fenêtre, voilà. On arrive à extraire le sujet comme ça, très intéressant. On l'avait fait, je pense, hein, avec des... Tu utilises bien la flèche blanche plus. Oui. Tu as bien cliqué à côté. Tu cliques progressivement sur le sujet, ça sélectionne directement tout. À la deuxième fois, il prend tout. Et la première fois, il ne prend pas tout le sujet. Bon, mais ça va être un peu plus compliqué pour arriver à extraire le sujet. Dans ce cas-là, il va falloir tout dégrouper. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ah oui. Il va peut-être falloir tout dégrouper et supprimer le décor progressivement. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de ce qu'on est en train de voir, c'est pas le but de ce qu'on est en train de voir, mais dans ce cas-là, il faudrait faire objet dissocié plein de fois. Avec la flèche blanche plus, aller sélectionner ce qui ne concerne pas le sujet, donc le décor et touche suppression à chaque fois. Ce serait une solution. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça. Bon. Donc, je vais retester autre chose. Voyons. Ah oui, forcément, il me met couleur corset de grand-mère parce que j'ai été sélectionné des formes précédemment qui avaient cette couleur-là. C'est pas grave. Donc, objet, générer des vecteurs. J'avais dit que je ferais aussi dans le style psychédélique. Vous voyez tous et toutes ce qu'est le style psychédélique. Très intéressant. Bon, tout ça est un peu lent, évidemment.
on aurait tendance à se dire on va travailler sur 2 ordis, c'est pas plus mal. Je pense que les logiciels Adobe avec une licence peuvent fonctionner sur 2 ordis en même temps. Mac ou PC indifféremment. Oui. Oh, mais que si vous voulez mettre sur un troisième, il faut aller dans le cloud, supprimer un affaire. Oui, déconnecter un appareil si on veut le mettre sur un troisième, oui, c'est ça. Ok, ben ça marche, hein. Ça marche. Donc, je vais les dupliquer et voilà, et voilà. Je suis toujours en précision moyenne, donc... alors, j'ai pas précisé, je voulais du géométrique, etc. Plein de choses, j'aurais pu préciser, mais au niveau des couleurs, on est dans le psychédélique, on est dans l'indien, ça, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bon, on va tenter le troisième. Là aussi, je vais éventuellement réagrandir le plan de travail parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, la dimension du plan de travail finalement dans Illustrator, parce qu'à la fin, on transfère ça dans un autre document Illustrator ou... Oui, uniquement la partie qui nous intéresse. Donc le plan de travail là, actuellement, chez moi, il est déjà par rapport à mon format lettre américain de départ, je suis à 72 cm sur 64, donc on est déjà très loin. Ça n'a pas d'importance. Si vous zoomez en arrière, vous voyez la dimension maximale. Là, ça fait à peu près 5,80 m sur 5,80 m. Donc, il y a de la place pour encore faire des tests. Donc, je redémarre de ça. Objet, générer des vecteurs. Et là, c'est moins certain qu'il va bien vouloir le faire. Dans le style Picasso. C'est pas dans le domaine public. Il y a encore des ayants droit. Il faudra sans doute attendre le 22e siècle avant que ce soit dans le domaine public, le style Picasso. Apparemment, là, il travaille. Hein. Parce que parfois, il est hypocrite. Hein. Il vous dit que les serveurs sont... Ah ben voilà, j'étais en train d'en parler. Mais là, il est quand même un peu plus explicite sur la raison. Un ou plusieurs mots de votre prompt en file et consigne. Voilà, donc on ne peut pas. Donc je n'essaye même pas avec Banksy parce que ça marcherait encore moins qu'avec Picasso. Ok. Bon, de temps en temps, vous enregistrez votre fichier. Là, je vais l'enregistrer ici. Donc ça va être... Ok, vous donnez un nom de ce genre-là. C'est ce qu'on est en train de faire ici, un des tests stylistiques. Ok, c'est la deuxième fois que j'enregistre, mais si c'est la première fois, c'est bien aussi. Donc, ce serait bien de faire un dossier qui porte, avec cette nomenclature-là. Comment vous organisez à l'intérieur du dossier les différents fichiers que vous produisez, c'est pas très important pour moi, tant que c'est pas jeté n'importe comment, tant que vous organisez quand même un peu. Mais la nomenclature du dossier lui-même, M10, J26, donc le mois dans lequel on est, le jour du mois dans lequel on est. Comme ça, quand on aura tous les dossiers correspondant à tous les cours que vous avez eus, ce sera clair, ce sera dans l'ordre. Voilà. Bien, ben on va demander... on va lui demander de faire selon un certain style, une référence stylistique maintenant. C'est plus dans le prompt qu'on va le faire, mais c'est vraiment en lui donnant à manger quelque part. On lui donne à manger des vecteurs ou des pixels et il doit s'en inspirer pour faire la génération. Donc, première chose, on va aller sur un navigateur web. Et là, je vais par exemple aller chercher du Fernand Léger. Essayons ça. Donc, partie image, voilà, et vous allez cliquer sur une image, l'afficher, et on peut la copier-coller directement de là vers le navigateur, éventuellement. Donc, j'ai oublié de vous le dire, parce que tout le monde n'était pas là les premières fois. Je suis dans bing.com, je ne suis pas dans Google, bing.com. J'ai donc tapé Fernand Léger ici. Je suis allé dans la partie images
je clique sur une image et je teste qu'est-ce que ça donne quand j'affiche l'image en grand, le bouton afficher l'image. Voilà, dans un nouvel onglet, ça m'a affiché l'image. Si je veux revenir à ma recherche, c'est l'onglet d'à côté. Je ferme avec la croix en haut à droite et je peux recliquer sur une autre image et à nouveau afficher l'image. Et voilà, c'est le principe, c'est de la recherche d'image. Donc, je suis désolé, mais je le dis quand même au cas où quelqu'un ne verrait pas trop comment ça marche. Non, on ne met pas domaine public dans ce cas-ci parce que l'image qu'on va utiliser là, à la fin, ne va pas apparaître. Ça va juste être une référence stylistique, ça va juste permettre à l'IA de créer quelque chose. Normalement, c'est pas très attaquable parce qu'on s'inspire des couleurs et des formes. Et ça, c'est pas sous copyright. Surtout qu'il va pas vraiment faire... il va pas arriver à refaire vraiment le style Fernand Léger. Ça va juste être... On l'alimente avec des couleurs, des gammes couleurs, des formes, des épaisseurs de contours, des angles. C'est ça qu'il va analyser pour générer normalement les vecteurs de ce qu'on va demander. Donc, je vais essayer avec cette première-là. Clic droit, copier l'image, et puis je retourne dans Illustrator et je vais coller l'image. Et la voilà, elle est bien grande. Ok, on va la mettre sur le côté. Et donc, l'idée ici, c'est de sélectionner le rectangle de base et de demander objet générer des vecteurs. Et cette fois-ci, moi je vais enlever ça dans le style Picasso, je vais dire juste que je veux un ange. Je pourrais même en préciser que je veux plusieurs anges après, mais je vais juste mettre un ange ici. Un sujet, oui, sujet. On va voir ce qu'il nous fait. Parce qu'il va démarrer de scène, évidemment, mais je peux lui demander un sujet. Il va me générer normalement des sujets sans décor autour. Donc au niveau du détail, je vais être en détail moyen, on ne va pas compliquer les choses. Référence stylistique, j'enclenche. Je clique sur choisir une ressource. La boîte disparaît pour me montrer tout ce qu'il y a sur mon plan de travail. Et vous voyez, je vais survoler l'image et cliquer sur elle. Voilà. Et automatiquement, ça revient dans la boîte générer des vecteurs et l'image va être utilisée en tant que référence stylistique. Et je clique sur générer, on va voir ce qu'il va nous faire. Et je ferai avec les deux autres images de Fernand Léger, je verrai ce que ça donne. Ok, alors, voilà. Donc ça, pour lui, c'est dans le style de ce que je lui ai montré là. Tiens, je vais peut-être réduire l'image quand même avec l'outil de transformation manuelle là, et la touche Shift, parce que c'est un peu ingérable. Ok, donc, sur base de l'image là, ben, les couleurs ont été reprises, les angles, on retrouve, vous voyez, c'est assez dingue. Le ruban bleu chez moi, on le retrouve ici, en fait, hein, on retrouve, il a considéré que ça pouvait servir à faire des rubans en ces formes-là. Ok, donc je vais quand même aller voir avec la touche option, dupliquer 2 fois, et dans le panneau propriété, voir ce qu'il a fait là, voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est pas une copie de Fernand Léger, quelque part. Hein. Quoique, on est quand même dans le genre intéressant. Intéressant, donc je vais recommencer l'opération, parce que je me demande, tiens, avec ça, waouh, c'est super grand. Je zoome en arrière, outil de transformation, poignée, touche majuscule éventuellement. Je lâche un bouton à souris, puis la touche majuscule, voilà. Donc je redémarre, rectangle, objet, générer le vecteur. Alors au niveau de la référence stylistique, ici, je vais demander de remplacer la ressource. Et aller pipeter la nouvelle image. Voilà, elle est là. Et je génère.
Donc ça ouvre plein de perspectives au niveau création, de pouvoir s'inspirer de formes et de couleurs existantes. Now I think figuring this, you can just see it and stop. This was with Voilà, donc on retrouve les couleurs et les formes. Intéressant. polyacids. On avait dans Fernand Léger ici des effets de cloisonnement, de formes découpées, cloisonnées, en fait, en petits compartiments, de bandes aussi, couleurs. Et on retrouve ça ici dedans, du cloisonnement. Intéressant. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le fichier. Et troisième image que je teste ici, qui est très différente. Bon, là aussi, je dois zoomer en arrière et avec l'outil de transformation, prendre une poignée du coin. OK. Oui, parce que les images qui sont mises sur le web, elles sont mises avec c'est inscrit dans le fichier. Elles ont une certaine dimension en centimètres. Donc c'est pour ça que parfois, quand on colle l'image, elle est toute petite, parfois elle est très grande. Ça, c'est la personne qui a fait l'image avant de la mettre sur Internet qui a décidé de sa dimension en centimètres. Si vous téléchargez les images sur le disque dur et que vous les importez par fichier importé dans Illustrator, au moment où vous les importez, vous pouvez choisir la dimension directement. Mais là, c'est du copier-coller direct du navigateur. Donc, on n'a pas le choix. Donc, remplacer la ressource. Voilà. Générer. Et donc, comme ça, il peut bien prendre le style Picasso, du coup. Et voilà, évidemment, là, il pourrait prendre le style Picasso, voire même du Banksy ou n'importe quoi. Mais ça se limite, contrairement à d'autres IA qui sont un peu plus controversés, ici, ça se limite quand même juste aux couleurs et aux traits. Ça ne refait pas quelque chose qui ressemble à ce que l'artiste fait d'habitude. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui, notamment dans le domaine du heroic fantasy, qui se sont fait pomper leur style. Et vraiment, les amateurs de l'artiste n'arrivent pas à faire la différence entre ce que l'artiste a réellement fait et ce que l'IA fait. Mais pas Adore, hein, c'est d'autres IA. Là, je pense que ça reste du vecteur de toute façon, hein, donc tous les effets de peinture, on ne les a pas vraiment. Bien, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ceci, et je vais le faire en dupliquant l'image, mais ce n'est pas obligatoire de dupliquer, je vais recadrer l'image. Donc, vous avez l'image. Si vous allez dans Objet, recadrer l'image, vous avez la possibilité de ne prendre qu'une partie de l'image. Et voilà. Et donc, touche Entrée sur le clavier, voilà. Et donc, ça devrait donner, avec la même procédure, ça devrait donner un résultat différent. Je demande donc remplacer la ressource. Et voilà. En principe, ça devrait être plus simple, ce qu'on obtient. Alors, il fait toujours des anges de face posés sur le sol, mais si je précisais dans le prompt, je pourrais obtenir quelque chose de différent. Ok, donc voilà, en principe, il se limite aux couleurs qu'on voit là. Bon, je vais pousser plus loin encore.
en recadrant encore l'image, une copie de l'image. Objet recadré. Je vais m'intéresser à l'accordéon. Sans la main. Oui, on va voir ce qu'il va nous faire. Hein. Si c'est cette partie-là qui m'intéresse. Touche entrée. Voilà. Bien. Je fais une erreur. Je fatigue. Je dois d'abord faire ça. Voilà, remplacer la ressource. Ok, j'aimerais. Je pense que c'est flagrant. Hein. Très intéressant. Hein. Au départ de ça, il me fait quelque chose qui ressemble quand même. Ok. Et si je lui demandais une autre pause? Voilà. Toujours avec la même référence stylistique. Ça va, ça marche chez vous? Pas de problème? Ça ouvre des perspectives quand même. Quand vous devez faire des choses illustrées, plutôt que d'utiliser des choses d'une banque d'images, c'est une super banque d'images, quoi. Bon, je vais demander à un ange qui flotte au-dessus des nuages. Il va faire un ange aztèque. Ok. Ah ouais, amusant. On est dans le métaphysique. Ok. Donc, au niveau des prompts, il ne faut pas hésiter à demander à ChatGPT éventuellement de vous aider. Une IA nous aide pour une IA, en effet. Et même quand on se limite au texte dans ChatGPT, il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez lui demander de générer un texte. Et ensuite, il y a les humanizers. Vous pouvez demander à une autre partie de ChatGPT spécialisée d'humaniser le texte pour que ça ne puisse pas être détecté que ça a été fait par une IA. Parce que ce qui a été fait par une IA, le texte, c'est détectable. Donc oui, c'est souvent que, et notamment les gens les plus experts dans les IA pour les images aussi, ils passent vraiment d'une IA à l'autre, ils combinent les IA. Alors que nous avons un desktop oublié là. En effet, qu'il analyse l'image et qu'il nous la décrive au niveau du prompt, en effet, ça pourrait être tout à fait utile dans ce cas. Oui. Bon, donc, n'hésitez pas aussi à tester le plus simple, hein, parce que dans Illustrator, le graphisme, ça peut être intéressant quand ça commence à devenir simplifié, peut-être un peu naïf, pourquoi pas. Pour moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Là, on était dans la génération moyennement précise, mais là, je redémarre juste d'une copie de ce qu'il a fait précédemment. Et si on demande détail minimum ou moyen minimum, on va pouvoir, toujours au départ de la référence ici, voir ce qu'il nous fait. Ça va, vous voyez? Je vais remontrer. Je vais remontrer comment j'ai fait ça. Eh bien, c'est pas que le webcam. C'est toujours autant complexe. Donc, je réessaye.
Donc l'idée, c'était que je redémarre d'une chose qui avait été faite avant, au niveau du prompt, etc., et de l'image de référence. Donc je l'ai dupliqué avec la touche Alt, la touche Option. Dans le panneau Propriétés, je clique sur la roue dentée. Voilà, donc et là, je vais demander, cette fois-ci, de faire vraiment au minimum. Là, j'étais tout à l'heure à moitié minimum, mais là, ça va être à moitié minimum. Donc, ça va être toujours le même prompt, toujours la même image de référence, mais cette fois-ci, minimum. Voyons ce qu'il nous fait. OK. OK. Ça reste toujours très détaillé, trop détaillé à mon goût. Même. Faudrait peut-être que je simplifie l'image de référence aussi. En faisant objet recadré et en la recadrant encore plus. S'il avait moins d'informations, il ferait peut-être quelque chose de plus simple. OK, ça commence à se simplifier. Ça va, ça ne devient pas trop lourd? Votre Illustrator, malgré tous les vecteurs là qu'on génère, ça va, ça tient la route? Parfait. Bon, j'ai obtenu ça. Tout simplement, j'ai rapidement fait ceci avec des vecteurs dans Illustrator et j'ai obtenu quelque chose avec les mêmes couleurs et des formes très géométriques. Donc, ce n'est pas nécessairement au départ d'images pixels, ça peut être au départ de vecteurs que vous faites manuellement, voire même d'images IA que vous avez générées précédemment, dans ce document-ci ou dans un autre. Donc, par copier-coller, vous transférez votre image IA générée précédemment et elle peut servir de référence pour faire d'autres choses. Bon. Donc, je vous montre tout simplement, hein, c'est des vecteurs Illustrator. Donc, si je fais une étoile, voilà, avec un contour blanc, si je fais des cercles, etc., ça, vous voyez comment on fait. Des formes géométriques avec des contours et des fonds. Voilà. Donc ça va pouvoir servir vraiment de référence. OK, on va faire comme ça. OK. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. OK. Bien, donc, par exemple, je sélectionne tout ça, objet associé. Je trace un rectangle. Objet, générer des vecteurs. Bien, référence stylistique, remplacer la ressource, c'est le groupe là que je prends. Il n'a pas fait. Remplacer la ressource. OK, il l'a fait. Je génère. Et voilà, ça devrait faire quelque chose dans le genre. Très intéressant. Donc ça pourrait aussi marcher avec une vectorisation, évidemment. Et voilà.
Donc, je retrouve les mêmes couleurs et les mêmes formes à peu près. Donc, ça, c'est l'étoile qui a donné ce côté pointu aux ailes. Voilà. Tester éventuellement avec une vectorisation. Vous savez comment on peut vectoriser? Ah ouais. Vous voyez la vectorisation? On va aller chercher quelque chose sur le web. OK. Donc, bon, là, je vais juste demander à un ours et un lac. En principe, ici, vous n'avez pas besoin de vous soucier du droit d'auteur parce que vous n'allez pas montrer l'image finale à la fin. Moi, je vais quand même filtrer, mais vous n'êtes pas obligé de filtrer. OK, je veux un ours et un lac. Évidemment, si je suis dans le domaine public, c'est assez restreint. Quoique, c'est pas si mal que ça, ceci. La qualité n'est pas immense, mais ça n'a pas d'importance. C'est juste du 800 pixels x 533. C'est minuscule. Elle est peut-être disponible en meilleure version. Ah, ici, 2000 sur 1333. Mais bon, c'est pas grave. Je prends celle de 800 sur 533. Je la copie, clic droit copier. Je vais aller la coller ici. La redimensionner éventuellement. OK, la vectorisation d'image, on n'aurait pas encore fait, donc. Voilà. Vous l'avez expérimenté par vous-même, mais Ouais. le faire ensemble, on l'a pas fait. Mais voilà, on va faire. Donc, quand votre image est là dans Illustrator, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. C'est ce que tout le monde conseille quand on fait de la vectorisation, parce que vous voyez le mot vectorisation d'image ici, dans la barre contrôle. Ne cliquez pas dessus, n'allez pas par là. Il vaut mieux avoir la boîte intégrale. Donc, c'est menu Fenêtre, Vectorisation d'image. Si Illustrator ne voit pas qu'il y a une image, toute la boîte sera grisée. À ce moment-là, avec la flèche noire, il faut cliquer à côté de l'image et recliquer sur elle. Et là, il verra sans doute qu'il y a une image. Vous cliquez sur Vectoriser au suraperçu. Et voilà, ça vectorise. Donc ici, mode couleur. On est en couleur réduite, c'est pas mal. 30 couleurs, voilà ce que ça donne. Ça donne une image de pas très bonne qualité. C'est comme si c'était une photo pourrie. Donc l'idée, c'est quand même de faire du graphisme et voir si on peut pas réduire le nombre de couleurs. Parfois, c'est très long. Alors, vous avez les paramètres avancés. Vous allez pouvoir décider de... Est-ce que vous voulez plus ou moins d'angle? Plus ou moins de tracé? De fidélité au tracé, etc. OK, l'image ici, j'aurais dû prendre une partie, elle est trop complexe, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais quoi qu'il en soit, on peut lui demander de faire quelque chose au départ de ça, éventuellement. Voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut vectoriser plein de choses, mais je ne pense pas que ceci, ça va donner quelque chose de bien. Non, ça ne devrait pas donner quelque chose de génial. Mais ce sera dans ce genre-là au niveau de la couleur. Mais déjà, là, je sens que ça ne va pas aller. OK. Le sujet étant trop complexe, je n'ai pas pu paramétrer quelque chose dans la boîte de vectorisation pour obtenir vraiment un style de tracé avec des angles que je voulais, etc. Voilà. Donc, ça peut être sympa, mais c'est un peu un coup dans l'eau ici. OK.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler des couleurs, la manipulation des couleurs. Donc, enregistrez bien votre fichier et on va manipuler les couleurs. Donc, fini la vectorisation et la génération d'images. On va parler de colorisation. Donc, il va falloir choisir le design qui va vous servir de point de départ. Qu'est-ce que vous allez modifier, sur quoi vous allez travailler. Et vous allez le sélectionner et on va transférer une copie sur un calque. Parce que là, on a tout fait sur le même calque. C'est pas très propre. On va simplifier les choses en transférant une copie de ce que vous avez sélectionné là sur un calque. Donc, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez créer un nouveau calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Vous allez transférer une copie de ce qui est sélectionné en enfonçant la touche Option, la touche Alt et en déplaçant le petit carré. Voilà. Donc là, normalement, on a sur le calque uniquement la copie. Donc, l'original est toujours dans le calque d'en dessous, mais sur le calque 2, on a uniquement la copie. Ça va? C'est donc déplacer le carré d'un calque à l'autre en enfonçant la touche Option, la touche Alt, ça déplace. Normalement, si on n'enfonce pas la touche Option, ça fait juste déplacer d'un calque à l'autre, mais avec la touche Option, ça fait une copie. Et donc, on va enlever l'œil en face du calque d'en dessous et verrouiller. On travaille sur le calque du dessus. Et on va continuer le boulot avec ce que vous avez sélectionné parmi tout ce que vous avez produit. Ok, alors, différentes manières de générer des gammes de couleurs, on va les voir. Mais on va commencer par la manière la plus simple, aller chercher des gammes de couleurs déjà faites. Donc, ok, les groupes de couleurs qui existent déjà. Donc, je vais quand même lister ici les différentes manières de faire des gammes de couleurs qui sont utilisables pour recoloriser notre illustration. Bien, donc, différentes manières de faire des gammes de couleurs pour recoloriser notre illustration. On n'aura pas le temps de toutes les voir là, mais voilà. Donc, premièrement, les groupes de couleurs préexistants, donc qui existent déjà dans Illustrator. Voilà. Deuxièmement, le site color.adobe.com qui vous propose des gammes de couleurs. Donc, gamme de couleurs existantes. Et aussi possibilité de générer une gamme au départ d'une photo que vous lui envoyez. On va juste quand même aller voir color.adobe.com. Avant, ça s'appelait Adobe Color. C'était intégré à Illustrator et aux autres logiciels, mais maintenant, ça n'est pas une palette existante intégrée. Donc voilà, ce dont je vous parlais, extraire le thème, c'est, voilà, il faut envoyer une photo et ça va vous ressortir les couleurs les plus présentes dans la photo. Vous avez ici exploré pour aller voir des gammes couleurs existantes. Donc, il s'agit chaque fois de 5 couleurs. Vous avez les tendances actuelles. Voilà, les tendances actuelles. Mode, graphisme, illustration, UX, design, conception de jeu, etc. Donc, tout ça peut normalement être récupéré, ajouté à la bibliothèque. Ça veut dire que dans le logiciel, dans le panneau bibliothèque, vous récupérez ça. Ou alors vous téléchargez en JPEG et vous l'amenez dans le logiciel. Et il va falloir faire un petit travail à ce moment-là. Avec certains types de licences, les bibliothèques ne fonctionnent pas.
Donc, je ne sais pas si chez vous les bibliothèques fonctionneront ou pas, mais avec certains types de licences Adobe pour l'éducation, les bibliothèques, ça va pas. Mais à mon avis, chez vous, ça marche. Donc, troisième possibilité, importer une photo dans Illustrator, ou un dessin d'ailleurs, et le vectoriser, décomposer la vectorisation, ajouter au nuancier les couleurs obtenues en tant que groupe de couleurs. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, et utiliser la palette gamme de couleurs qui est le générateur d'harmonie de Illustrator. Voilà. À la place de vectoriser, il y a aussi d'autres techniques. Il existe d'autres techniques, donc notamment la création de mosaïques. Mais il y a plein de manières d'y arriver. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est utiliser les groupes de couleurs dans Illustrator préexistants. Et ça pourrait être intéressant de voir rapidement comment on peut, au départ d'une photo, quand même de n'importe quelle photo qu'on importe dans Illustrator, obtenir un groupe de couleurs dans la palette des outils. Voilà. Obtenir des gammes de couleurs dans Illustrator, c'est le document ici. Donc, les groupes de couleurs préexistants dans Illustrator. Donc, vous allez dans la palette nuancier. En bas à gauche du nuancier, vous avez la bibliothèque. Vous entrez dedans. Vous avez aliments, par exemple. Voilà, boisson. On va commencer par aliments, boissons. Vous avez une palette qui s'ouvre avec des groupes de couleurs dedans. On agrandit la palette bien parce que sinon on ne voit pas tout. Si on clique sur un des dossiers, ça s'ajoute au nuancier du document. Pour passer aux items suivants dans le menu, on ne va pas retourner dans le menu, on va utiliser les petites flèches ici pour passer aux items suivants. Voilà. Donc crème glacée, etc. Je vous laisse voir lesquels vous intéressent. À un certain moment, j'arrive vers des nuanciers de couleurs. En bas ici, American Newspaper Association, ça ne nous intéresse pas. Je continue. C'est tous les catalogues de couleurs, ça, en fait. Hein. Toyo, HKS. J'arrive dans les dégradés, tiens. Et puis, je vais retomber à un certain moment sur les groupes. Voilà, je suis retombé sur les groupes de couleurs. C'est parce que c'est pour ordre alphabétique, en fait. Donc, voilà, dans le menu, c'est pour ordre alphabétique. C'est pour ça qu'il y avait des choses qui nous ont parasité. Voilà. Bon, tester, hein, charger une douzaine de groupes de couleurs au hasard, mais c'est pas très important ici. Ce qui vaut botte. C'est juste pour faire des tests. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, ça fonctionne mieux quand il n'y a pas de groupe. Donc, actuellement, dans la palette des calques, l'objet, c'est un objet génératif. En soi, c'est une sorte de groupe.
Donc, je vais sélectionner l'objet et demander objet dissocié. Alors, je vais utiliser le raccourci clavier Shift Ctrl G sur le PC, Shift Command G sur le Mac. Donc, je vais appuyer sur Shift Command G plusieurs fois jusqu'à ce que il ne se passe plus rien, jusqu'à ce que, quand je vais dans le menu, dissocier et griser, ça veut dire que j'ai anéanti tous les groupes qui existaient. Donc, l'illustration n'a pas changé, mais il n'y a plus de groupement. Autrement dit, la flèche blanche plus, là, ça ne marchera plus, quoi, pour sélectionner le sujet et pas le décor. Hein. Il n'y a plus de groupe. Et si on regarde, le calque contient une succession de vecteurs. C'est quand même assez complexe. Ça a été? C'était le seul. Ok, j'englobe tout ça avec la flèche noire et avec la touche Alt, je déplace et je vais travailler sur la copie ici. Alors, si certaines parties ne devaient pas changer, si je veux les figer, c'est possible. Il faudrait que je sélectionne et que je verrouille. Mais ici, je vais tout modifier. En principe, ce qui est blanc et ce qui est noir dans l'illustration n'est d'office pas modifiable, pas modifié, parce que c'est des références visuelles, c'est important. Si vous recolorisez quelque chose en demandant que ce qui est noir et ce qui est blanc change de couleur, vous risquez d'avoir quelque chose qui visuellement est fade. C'est pour ça que d'office, vous allez voir que ce qui est noir et blanc, normalement, ne change pas. Est-ce qu'il va considérer que ça, c'est du noir et qu'il y a du blanc aussi? Est-ce qu'il y a du blanc, d'ailleurs? Si je vais dans Affichage, afficher le damier de transparence, mais oui, il y a du blanc dans l'illustration. Affichage, masquer le damier de transparence, voilà. Donc, il y a du blanc dans l'illustration. OK, tout est sélectionné. OK, tout est sélectionné. Donc, on travaille sur une copie pour garder ça au cas où, même s'il est dans l'autre calque aussi. Mais il est en version non dégroupée dans l'autre calque. OK, donc on travaille sur ça. Donc, une possibilité pour faire des tests, c'est ceci. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Il m'a directement amené vers cette boîte-ci qui m'intéresse, c'est la boîte complexe. Chez vous, pas. Chez vous, il vous a fait certainement ceci. Voilà, ça. OK, vous allez cliquer en bas à droite sur Options avancées. La roue qu'on a vue avant est intéressante, mais surtout quand on a des illustrations avec peu de couleurs. Là, il y en a trop. Parce qu'il y a plein de nuances de brun, etc. J'imagine que chez vous aussi, il y a plein de nuances. OK, donc, si vous voulez revenir dans cette boîte quand vous demandez édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration, vous pouvez cocher ceci. Donc, la première étape avec la roue chromatique va être sautée. Vous arriverez directement là-dedans. Alors, première chose, ici, il y a parmi la liste des couleurs de l'illustration, il n'y a qu'une couleur qui est activée actuellement. Et c'est seulement celle-là qu'on modifie, la première. Si on va tout en bas, on va voir qu'il y a du noir et du blanc et que ce n'est pas modifié. Si on clique là, on va forcer à ce que ça se modifie, mais dans ce cas-ci, non, je ne veux pas la flèche. Hein. Mais vous voyez qu'on pourrait modifier le blanc et le noir, mais comme je vous ai dit, dans les illustrations, on évite. OK. Donc, première chose qu'on va tester ici, c'est ceci. Vous voyez ce petit menu. Vous allez dedans et vous demandez correction globale. Et là, ça vous met 4 curseurs qui vous permettent de modifier l'ambiance générale, la saturation, la luminance,
la température. Ça, c'est déjà extraordinaire de pouvoir faire ça. Ok, luminosité et luminance, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis les deux. Si vous trouvez, vous me le dites. Oui, la luminance, elle colorise les noirs, là. Tandis que la luminosité, elle ne colorise pas les noirs, elle change juste la luminosité de tout. Vous connaissez la différence entre luminance et luminosité, sinon, d'une manière générale? Hein? Alors, la luminosité, c'est la quantité de lumière mesurée par un appareil, quand on la mesure avec un appareil. La luminance, c'est la quantité de lumière perçue par l'œil humain. Et ça ne correspond pas, c'est pas les mêmes... c'est pas la même échelle logarithmique. C'est pas la même chose. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis les deux curseurs ici? Je pense qu'il ne faut pas trop s'occuper de ça et tester. Et vous avez vu la différence, je crois, visuellement. Aussi. Mais pour les photographes, il y a des photographes ici. Il y a des photographes? Si on veut que pour un être humain, du gris soit considéré comme étant à 50% de luminosité, il faut en réalité lui mettre du gris à 18% de luminosité. Parce que la perception de ce qui est moyen, justement le gris moyen, c'est pas 50% de luminosité réelle mesurable par un appareil, c'est 18% en fait. Voilà. C'est très connu dans le monde des photographes, le gris 18%. Le gris moyen, c'est 18% de luminosité. Bon, mais peu importe ici, c'est juste... vous avez vu, c'est assez génial quand même de pouvoir modifier les choses comme ça. L'ambiance. Et donc, ça marche sur n'importe quel vecteur que vous ayez vectorisé, dessiné vous-même, généré par intelligence artificielle, ça marche. Je vais démarrer de ceci et que je vais redupliquer. Donc, à nouveau, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Il n'y a pas de raccourci clavier. On pourrait en faire un par le menu édition, raccourci clavier. Il y a l'éditeur de raccourci clavier. Si on va souvent dans un item de menu dans Illustrator, ou dans les autres logiciels Adobe d'ailleurs, ou dans n'importe quel logiciel, on peut ajouter un raccourci clavier. D'accord? C'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte que si vous utilisez des logiciels autres que Adobe et qu'il n'est pas prévu dans le logiciel qu'on puisse ajouter des raccourcis clavier dans les menus, mais vous êtes chaque fois obligé d'aller dans le menu. Sauf que par le système d'exploitation, Windows ou macOS, on peut ajouter un raccourci clavier. C'est peu connu, mais c'est essentiel. N'importe quel logiciel sur un ordinateur, vous pouvez modifier ces raccourcis clavier. Donc, il faut aller voir dans les réglages du clavier. Les réglages du clavier dans raccourci clavier. Il est là, oui, raccourci clavier, voilà. Certainement pour tel ou tel logiciel. Je ne me souviens pas comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo là-dessus. Parfois, c'est idiot, je vais voir mes propres vidéos pour me souvenir comment on fait des trucs. Pour le faire pour tel ou tel logiciel, raccourci d'application, ben voilà, c'est dans raccourci d'application. Et là, je vois que pour un logiciel qui s'appelle Camtasia, j'ai fait un raccourci clavier qui n'existait pas dans le logiciel. Voilà. OK. Bon, je travaille donc sur ce truc. Et ici, on va utiliser nos groupes de couleurs et on terminera par ça aujourd'hui parce que sinon, ça va être un peu lourd. Donc, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc, vous avez des groupes de couleurs que vous avez ajoutés au nuancier, vous les retrouvez ici.
ils ont visiblement beaucoup moins de couleurs que ce qu'il y a dans l'illustration. Il y a plein de nuances. Donc, si j'applique un des groupes de couleurs, ça va forcément réduire le nombre de couleurs. Vous allez tout de suite le voir. Je vais par exemple ici prendre les 3 couleurs, là, affiche russe. Voilà. Voilà. Là, vous avez toutes ces couleurs-là qui existent dans l'illustration, qui ont été transformées dans une couleur moyenne, qui ressemble à plus ici dans affiche russe. Toutes ces couleurs-là, ça devient du rouge. Toutes celles-là, ça devient du vert dans ce cas-ci. Si je prends une autre, Mino 1, par exemple, ici, voilà, c'est 5 couleurs dans Mino 1, donc il y a moins de réduction. Patine cuivre, voilà. Donc patine cuivre, ça donne ça. Je vous laisse tester. Mino 1, voilà. OK, patine cuivre chez moi, c'est génial, je clique sur OK. La règle, c'est que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, surtout cliquez sur OK et redémarrez d'une copie pour faire de nouveaux tests. Parce que vous n'êtes jamais certaine de retrouver ce que vous avez vu à un certain moment. Donc c'est pour ça que quand on voit quelque chose qui est bien, on clique sur OK. OK, je vous montre la suite. Open your eyes, ouvre tes yeux. Voilà. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Donc, je vais vous montrer avec la fiche russe ici, seulement 3 couleurs. Quand vous avez appliqué les couleurs, c'est très bien, mais vous avez cette possibilité ici, c'est de modifier de manière aléatoire l'attribution des couleurs. Donc, à nos 3 gammes de couleurs principales dans l'image, il y a les 3 couleurs qui ont été... Mais je peux changer. Donc, il faut cliquer là. Et donc, à chaque fois, ça change. Quand vous trouvez quelque chose qui est bien, surtout, il faut arrêter de cliquer et cliquer sur OK parce que, voilà. Et là, ça vous demande enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances. Ben, je vais dire oui. C'est certainement l'ordre, en fait, qui va être modifié. Vert, jaune, rouge. Et là, c'est jaune, vert, rouge. On va voir. Je pense que c'est l'ordre qui va être modifié. Donc, OK, je dis oui. Ben voilà, en effet, hein, c'est l'ordre qui est modifié. Vert, jaune, rouge. Alors que c'était jaune, vert... Enfin, c'était autre chose. Bien, je copie ça parce que cette fois-ci, je veux approfondir ceci. Et je vais dans redéfinir les couleurs. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait là? OK, affiche russe. Ouais, il va falloir que je retrouve ce truc. Voilà, OK. Ici, vous avez la deuxième icône, c'est modifié de manière aléatoire, donc le hasard, la saturation et la luminosité des couleurs. Voilà. Donc les couleurs restent au même endroit, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent de manière aléatoire. Alors remarquez qu'on a des dégradés dans l'illustration générative qui a été faite. Les couleurs dans les dégradés sont modifiées aussi. Ça fait partie des couleurs qui sont modifiées là. Il y a des dégradés. Voilà. Quand vous trouvez un truc qui vous plaît, il va falloir cliquer sur OK pour figer. Voilà. OK, je vais redémarrer de l'original que je copie. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Avant de commencer à chipoter ici, je vais peut-être aller réduire le nombre de couleurs qui composent l'illustration. Donc vous avez ici la réduction. Vous voyez? Donc là, il ne reste plus que 4 couleurs, puisqu'on a le blanc et le noir qui ne sont pas modifiés, plus les 2 autres. Donc 4 couleurs dans ce cas-ci. Réduction des couleurs. Le paramètre de réduction, vous l'avez ici. Les options de réduction, comment ça fonctionne, quel type de tri.
Je vous laisse voir. Mais c'est pas obligatoire d'aller voir jusque-là. Ok, donc là j'ai tellement chipoté que ça m'a beaucoup réduit. J'annule et je vais recommencer. Donc réduction des couleurs, je vais me tenir à juste ceci et je vais pas aller dans la boîte. Juste ceci, voilà. Ok. Donc ça, déjà en soi, ça peut être intéressant de réduire les couleurs. Bon, je vais travailler sur une copie de ce que j'ai réduit. Et donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Voyons ce qui se passe quand on applique maintenant des groupes de couleurs. Ok, s'il y a beaucoup de couleurs, ça peut être intéressant. Sinon, voilà. Ok. Vous êtes content avec ça. Vous cliquez sur OK, vous dupliquez, vous recontinuez. Ok. On joue sur l'attribution aléatoire des couleurs, éventuellement. Sur la modification de la saturation et de la luminosité de manière aléatoire, éventuellement. Ici, ça donne pas très bien, mais voilà. Bon, j'annule, c'est pas bien. Ok, dernière chose, je sélectionne ce que j'ai fait là. Voyons un peu où ce que j'ai fait là. Peu importe, oui, je vais sélectionner ce que j'ai fait là. Regardez, vous allez tester après. Je fais une copie. Je vais faire ça maintenant dans un nouveau document, parce qu'il y a trop de vecteurs qui ont peut-être les mêmes couleurs ailleurs dans le document ici, donc je vais faire ça dans un nouveau document. Donc, toujours la même chose, lettre, RVB, créer, coller, voilà. Et alors, ce que je vais faire ici, c'est ceci. Ce qui est actuellement sélectionné là, je vais demander, dans le menu de la palette nuancier, d'ajouter les couleurs sélectionnées. Ok, il m'en a ajouté trop. Ah, c'est à cause des dégradés. C'est à cause des dégradés. Bon, ben écoutez, il faudrait que les dégradés, je les supprime d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, ça ne va pas le faire. Il y a trop de nuances. Ok, on va arrêter là alors. Parce que ça va nous amener trop loin. On verra ça la prochaine fois. Donc, enregistrez bien les documents.